Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ta femme est en vie. Murmure la jeune fille au millionnaire qui pleure devant la tombe. La pluie tombait sans relâche sur le vieux cimetière de Willow Creek, un lieu oublié par le soleil depuis des jours. Les gouttes, lourdes et glacées, martelaient les pierres tombales comme pour réveiller les morts. Les cyprès dressés en silence semblaient pencher en compassion vers les vivants brisés. Le vent, chargé d'humidité et de chagrin, portait dans l'air une odeur de terre mouillée et de fleurs fanées. Parmi les allées boueuses et désertes, Alexander Whitmore était le seul visiteur ce matin-là. Grand, imposant, d'ordinaire sûr de lui, il semblait aujourd'hui minuscule dans son long manteau noir trempé. Il s'agenouillait lentement, presque à contre-cœur, comme si son corps refusait de revivre encore une fois la douleur. Son costume sur mesure collait à sa peau glacée, mais il ne sentait plus rien, si ce n'était cette brûlure sourde dans sa poitrine. Devant lui, une pierre de marbre blanc luisait sous la pluie, comme si elle pleurait elle aussi. Isabelle Whitmore, née Reynolds. Épouse dévouée, mère inoubliable. 1987-2021. Ses doigts tremblaient en caressant les lettres gravées. Il les connaissait par cœur, les avait lues 1000 fois, mais ce geste restait pour lui une prière muette. Un besoin de croire encore à un lien, même minime, avec elle. 2 années. 2 longues années s'étaient écoulées depuis l'instant où sa vie avait basculé. Depuis ce coup de téléphone en pleine nuit. Depuis qu'on lui avait annoncé l'inimaginable. Votre épouse a été retrouvée sans vie dans un accident de voiture. L'incendie a tout détruit. Le corps est méconnaissable. Seule l'alliance a permis l'identification. Alexander avait refusé d'y croire. Il avait exigé des analyses, des recherches, des enquêtes privées. Rien. Aucun témoin. Aucun détail cohérent. Juste un cratère de silence. Il avait enterré une tombe vide. Il le savait au fond de lui. Mais il l'avait fait, car tout le monde lui disait qu'il était temps. Qu'il fallait avancer. Comment avance-t-on quand l'air qu'on respire est parti avec l'autre? Depuis ce jour, il errait comme une ombre dans sa propre vie. Le manoir était silencieux. Les rideaux restaient tirés. Il avait licencié le personnel, vendu sa société, et passé chaque nuit à fixer le vide du lit conjugal. Son fils, Noah, avait été confié à sa sœur le temps qu'il se reconstruise. Mais la vérité, c'est qu'il ne l'avait pas seulement perdu elle. Il s'était perdu lui-même. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose changea. Une vibration étrange traversa l'air, un frisson indéfinissable. Peut-être était-ce une illusion. Peut-être était-ce le vent. Ou peut-être était-ce le pressentiment que l'histoire n'était pas terminée. Alexander releva légèrement la tête. Ses yeux rougis balayèrent le cimetière désert. C'est alors qu'il la vit. Une silhouette apparut entre les pierres tombales, floue à travers le rideau de pluie. C'était une jeune fille, à peine sortie de l'adolescence. Elle avançait d'un pas incertain, les bras croisés contre son corps maigre pour se protéger du froid. Ses vêtements étaient détrempés, collés à sa peau. Ses cheveux bruns, emmêlés, gouttaient sur son visage. Elle n'avait pas de parapluie, pas même un manteau, seulement une robe pâle, trop fine pour ce temps d'hiver. Alexander sentit une présence, mais il ne leva les yeux que lorsque les pas glissants de la jeune fille crissèrent sur les graviers humides, à quelques mètres de lui. Il releva la tête, lentement, comme s'il sortait d'un songe. Ses paupières étaient lourdes, son visage marqué par l'épuisement et le deuil. Il s'attendait à voir un inconnu, peut-être une fleuriste ou une simple passante en quête d'abri. Mais ce qu'il vit le fit tressaillir. Le regard de la jeune fille ne cherchait ni pitié, ni compassion. Il fuyait. Il tremblait. Il était chargé d'un poids terrible. Elle s'arrêta, droite comme un fil, juste devant lui. Sa poitrine se soulevait rapidement, essoufflée, comme si elle avait couru longtemps ou hésité 1000 fois avant d'oser venir jusqu'à lui. Pendant un long moment, aucun mot ne fut échangé. Alexander ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Il n'avait plus la force de poser des questions, ni l'énergie pour supporter une nouvelle douleur. Alors, ce fut elle qui parla. Sa voix n'était qu'un souffle,
comme si elle avait peur que le vent l'entende. Ta femme est en vie. Ces 5 mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans la poitrine d'Alexander. Son corps se figea. Ses pupilles se dilatèrent. Son esprit, engourdi depuis 2 ans, fut violemment secoué. Avait-il bien entendu? Était-ce un mirage? Un délire du deuil? Qu'est-ce que tu as dit? Articula-t-il, la gorge nouée, comme s'il avait oublié comment parler. La jeune fille fit un pas en avant. Ses lèvres, bleuies par le froid, tremblaient. Elle serra ses poings. Je l'ai vue. Sa voix était plus claire maintenant, comme si le poids du secret devenait insupportable. Elle est vivante. Ils ne l'ont pas laissée mourir. Ils l'ont prise. Emmenée dans un endroit où personne ne va. Elle avala sa salive. Dans la propriété des Alvarado, dans la zone interdite. À ces mots, elle détourna le regard, les yeux remplis de honte et de panique. Puis elle recula brusquement. Je ne devrais pas être ici, murmura-t-elle. Ils me tueront si je parle. Et sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'enfuit à travers les pierres tombales, ses pas glissant sur la boue, son souffle court résonnant entre les stèles. Elle disparut dans la brume sans se retourner. Alexander ne bougea pas. Il resta là, agenouillé, le visage levé vers le vide. Chaque battement de son cœur frappait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Un nom venait de surgir du passé. Un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années, un nom qu'il avait enterré avec sa femme. Alvarado. Le nom, Alvarado, frappa Alexander comme un éclair en pleine poitrine. Il résonna dans sa mémoire comme un poison ancien qui n'avait jamais été totalement purgé. Ce nom, chargé d'arrogance, de secret et de trahison, il ne l'avait pas prononcé depuis des années, mais il n'était jamais vraiment sorti de son esprit. Henry Alvarado. Un homme froid, calculateur, respecté en public et redouté en privé. Patriarche d'une dynastie vieille de 3 générations, Henri régnait sur ses affaires comme un roi sur ses terres, par la peur, les alliances et le silence. Il n'avait ni amis, ni ennemis, seulement des pions à manipuler. Autrefois, Alexander et lui avaient collaboré sur plusieurs projets industriels. Ensemble, ils avaient créé une holding puissante, audacieuse, redessinant les règles de la construction durable et de l'énergie verte dans plusieurs États. Mais leur partenariat s'était fissuré le jour où Alexander avait découvert une série d'investissements illicites dissimulés sous des entités offshore. Henri blanchissait de l'argent, exploitait des réseaux louches, et utilisait les projets d'infrastructure comme écran. Alexander, épris d'intégrité, avait menacé de tout révéler. Tu ferais une erreur fatale, Alex, lui avait dit Henri lors de leur dernière rencontre, dans un salon luxueux surplombant la baie de Boston. C'est une promesse, avait répondu Alexander. Peu de temps après, Isabelle avait eu son accident. Une coïncidence, selon les rapports. Une voiture qui prend feu, un corps calciné, une identification douteuse, un deuil brutal. Mais aujourd'hui, avec ce que cette jeune fille venait de révéler, cela prenait un tout autre sens. Le doute devenait évidence. Alexander se redressa brusquement. Son costume détrempé goûtait encore, ses genoux étaient couverts de boue, mais il n'y prêta aucune attention. Il remonta d'un pas ferme l'allée du cimetière, sous la pluie battante, et monta à bord de la berline noire qui l'attendait. Au manoir. Tout de suite, ordonna-t-il à son chauffeur. Durant le trajet, il resta silencieux, les poings serrés sur ses genoux. Le paysage défilait, flou derrière les vitres mouillées. Ses pensées, elles, étaient d'une clarté glaçante. S'il y avait le moindre espoir que ce soit vrai, alors il ne reculerait devant rien. À peine arrivé, il traversa le hall de marbre de Whitmore Hall sans même ôter son manteau. Il grimpa les escaliers 2 à 2 et entra dans son bureau, une pièce aux boiseries sombres, dominée par un immense bureau en acajou, des portraits d'ancêtres au regard sévère, et une bibliothèque pleine de secrets. Il prit le téléphone direct, celui que seul un homme connaissait. Daniel Huxley, dit-il d'une voix grave. Quelques heures plus tard, un homme grand, à la carrure d'ancien militaire, pénétrait dans le bureau. Huxley avait le crâne rasé, des yeux clairs qui semblaient tout voir, et une voix posée comme celle d'un homme qui en a trop vu. « Tu m'as appelé. J'espère que ce n'est pas pour me parler de ta collection de whisky. »
Alexander ne sourit pas. Tu te souviens de l'affaire Alvarado? Huxley haussa un sourcil. Évidemment. Comment l'oublier? On a suivi plusieurs pistes, mais tout s'est heurté à une forteresse. Témoins disparus. Archives falsifiées. Juge discret. Et toi, tu as laissé tomber. Pourquoi? Alexander se leva lentement, regardant par la fenêtre la pluie qui continuait de tomber sur le parc. Parce que j'avais trop à perdre, et que je croyais que ma femme était morte. Un silence. Huxley le fixa. Et maintenant? Alexander se retourna. Dans son regard brillait quelque chose de nouveau. Une étincelle dure, brûlante. Le regard d'un homme prêt à redevenir ce qu'il avait tenté d'oublier. Maintenant, je pense qu'ils me l'ont prise. Huxley resta interdit un instant. Puis il s'assit sans un mot. Tu veux que je relance l'enquête? Non. Je veux que tu l'ouvres comme si elle n'avait jamais existé. Trouve-moi les plans de la propriété Alvarado. Identifie les mouvements. Les failles de sécurité. Les anciens employés. Je veux tout, drone, patrouille, horaire, personnel, route d'accès. Et surtout, trouve-moi un moyen d'entrer. Discrètement. Je ne veux pas de guerre. Pas encore. Le détective croisa les bras. Tu réalises que s'ils l'ont gardée vivante, ce n'est pas pour rien. Ils la protègent, ou la retiennent. Dans les deux cas, ils seront prêts à tout. Alexander hocha la tête. Je suis prêt à plus que. Huxley acquiesça lentement. J'ai vu ce regard une seule fois. Et la dernière fois, un cartel mexicain a perdu 2 entrepôts et un dirigeant. Alors imagine ce que je suis prêt à faire pour ma femme. 3 jours plus tard, en fin de matinée, le vent s'engouffrait dans les rideaux du bureau d'Alexander lorsque Daniel Huxley franchit la porte. Son visage fermé, plus grave encore qu'à l'accoutumée, annonçait qu'il ne venait pas les mains vides. Tu ferais mieux de t'asseoir, dit-il sans préambule. Alexander, debout derrière son bureau, les bras croisés, n'en fit rien. Il se contenta de plonger ses yeux dans les siens. Parle. Huxley sortit un dossier épais, rempli de photos satellites, de relevés topographiques et de notes manuscrites. Ils ont un bâtiment derrière la forêt. Invisible depuis les routes principales, masqué par un rideau de pin noir. Aucun accès officiel, aucun permis de construction. Pas de plan municipal. Il n'apparaît sur aucun registre cadastral. Il ouvrit une carte, désigna une zone encerclée au stylo rouge. Ici. Ils l'ont appelée la zone 13, comme s'il s'agissait d'un dépôt technique. Mais c'est tout sauf une installation normale. Sécurité? Drone à infrarouge, caméra thermique, capteur de mouvement, chien. Un périmètre grillagé doublé d'un champ électrifié. 3 hommes en rotation constante. Aucune activité diurne. Tout se passe la nuit. Discrétion absolue. Alexander inspira profondément, ses mâchoires contractées. Et à l'intérieur? Huxley hésita, puis sortit un petit enregistreur audio. Il appuya sur lecture. Un bruit de fond, des grésillements, puis un cri. Lointain, déformé, presque inhumain. Et une voix, étouffée mais audible. Isa, stop, arrêtez. Alexander sentit le sang quitter son visage. Le souffle lui manqua. Il ferma les yeux une seconde, les poings tremblants. Je vais y aller moi-même. Huxley le fixa, incrédule. Tu es fou. C'est un suicide. Et rester ici sans savoir, c'est pire que mourir. Il n'y avait plus rien à ajouter. Cette nuit-là, le ciel était d'encre. Pas une étoile. Pas une lune. Le genre de nuit où le mal se cache et où les hommes disparaissent. Alexander, vêtu d'un ensemble tactique noir, s'enfonça seul dans la forêt dense de Black Ridge, à la lisière du domaine Alvarado. Son sac contenait un brouilleur de fréquence, une paire de lunettes thermiques, un revolver silencieux, 2 seringues de tranquillisant, une corde, et le plan détaillé fourni par Huxley. Il ne courait pas. Il avançait avec la patience d'un homme qui sait que chaque pas peut être le dernier. Il atteignit la première clôture en silence, escalada les grilles électrifiées à l'aide de crochets isolants.
puis rampa sous les capteurs de mouvement, se plaquant contre le sol humide. Il évita les faisceaux thermiques des drones en utilisant des couvertures thermiques pliables et se faufila dans l'ombre d'un conteneur abandonné. Enfin, il la vit. Un bâtiment long et bas, sans fenêtres, presque invisible sous les arbres. Il semblait creusé à moitié dans la terre, comme un bunker oublié. 2 gardes armés surveillaient l'entrée principale. Alexander attendit que l'un tourne le dos, puis lança une pierre sur le côté opposé. L'un des gardes se détourna. En quelques secondes, il s'approcha en silence, planta l'aiguille du tranquillisant dans le cou du premier garde, qui s'effondra sans un cri. L'autre ne vit rien venir. 2 corps étendus dans la boue. Alexander entra. L'air à l'intérieur était glacial. Le couloir, plongé dans une lumière rougeâtre, donnait l'illusion d'un enfer souterrain. Les murs étaient de béton brut, sans aucune décoration, sans vie. Le silence était assourdissant. Au bout du couloir, une lourde porte en acier. Il plaça une charge magnétique discrète sur la serrure, souffla lentement, et entra. La pièce était sombre, presque vide. Un matelas en mousse au sol, une chaise métallique, un lavabo rouillé. L'odeur d'humidité et de désinfectant agressait les narines. Et sur le lit, recroquevillée sur elle-même, une silhouette amaigrie, tremblante, les cheveux emmêlés. Isabelle. Souffla Théil, d'une voix étranglée. Elle se retourna lentement. Ses yeux, creusés, papillonnèrent dans l'obscurité. Un instant, elle sembla ne pas croire ce qu'elle voyait. Puis un hoquet échappa de ses lèvres. « Alex, est-ce vraiment toi ?» Il s'avança sans bruit, tomba à genoux devant elle, les mains tremblantes. Il la prit dans ses bras. Elle sanglotait comme un enfant contre son torse. « Je suis là. Je suis là, mon amour. C'est fini. » Elle le serra avec la force du désespoir. « Ils m'ont obligée à simuler ma mort, » sanglota-t-elle. « Henri, il voulait te briser, te pousser à la ruine. Il m'a caché ici. Il disait que si tu découvrais la vérité, il me tuerait pour de bon. » Alexander ferma les yeux, luttant contre la rage qui montait en lui comme un torrent. Mais il la serra encore plus fort, comme s'il voulait lui rendre chaque seconde volée. « Il ne te fera plus jamais de mal. Je te le jure. » Il se redressa, la soutenant. « On s'en va. Maintenant. » Isabelle leva les yeux vers lui, un mélange d'incrédulité et de lumière nouvelle dans le regard. « Tu es revenu pour moi. »« Toujours, » répondit-il. Puis, ensemble, ils sortirent de la cellule. Et dans les entrailles de ce lieu maudit, le silence fut enfin brisé. Quelques heures après leur fuite, dans la nuit encore fraîche, Alexander et Isabelle trouvaient refuge dans un chalet isolé niché au cœur des montagnes, propriété privée de Daniel Huxley. Le lieu était simple, mais sûr, une cabane en bois aux larges fenêtres donnant sur une forêt dense, où le seul bruit était le murmure apaisant du vent dans les sapins. Isabelle, toujours faible, s'effondra sur le vieux canapé, le regard perdu. Alexander s'installa à ses côtés, tenant sa main comme un ancrage contre le passé. Le silence s'installa entre eux, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient pas encore dire. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'Isabelle reprenait peu à peu des forces, Alexander mobilisa toute sa fortune et son influence. Il consulta ses avocats, rencontra des journalistes d'investigation, et assembla une équipe prête à déterrer la vérité. La jeune fille venue au cimetière, dont l'identité fut protégée, témoigna courageusement. Plusieurs anciens employés des Alvarado, jadis réduits au silence par la peur ou l'argent, prirent également la parole, dévoilant les pratiques illégales, la surveillance, les menaces, et la séquestration. Peu à peu, un tableau accablant se dessina. Henri Alvarado, dans un jeu sordide de pouvoir et vengeance, avait orchestré la mise en scène de la mort d'Isabelle pour briser Alexander, ruiner sa réputation et prendre le contrôle de leur part commune. La justice, acculée par les preuves, ne put plus fermer les yeux. Henri Alvarado fut arrêté, sous des accusations de séquestration, violence, fraude, et tentative de meurtre. Les médias s'emparèrent de l'affaire, sous les feux des projecteurs. Une retentissante fit le tour du pays. Un magnate industriel simule la mort d'une femme pour ruiner son rival, justice enfin rendue. De son côté,
Isabelle travailla à reconstruire sa vie. Avec une détermination née de ses épreuves, elle créa une fondation destinée à aider les femmes victimes de captivité, de violences psychologiques et de manipulation. Elle consacra ses jours à offrir une voix à celles qui n'en avaient plus, à réparer les âmes brisées, et à combattre dans l'ombre ce mal qui l'avait presque détruite. Un an plus tard, sur les falaises de Monterey, où l'océan Pacifique déployait ses vagues sous un ciel enflammé par le coucher de soleil, Alexander et Isabelle marchaient main dans la main. Le vent marin jouait dans leurs cheveux, portant avec lui la promesse d'un avenir plus doux. Elle s'arrêta un instant, le regard brillant, perdu dans les reflets dorés de l'horizon. « Tu sais, murmura-t-elle, la voix tremblante, je ne pensais jamais sortir de cet enfer. » Il la regarda, ému. « Et moi, je pensais ne plus jamais revoir ton sourire. » Elle esquissa un sourire fragile, puis le fixa intensément. « Pourquoi es-tu venu me chercher, malgré tout ce que tu savais ?» Il serra doucement sa main, la chaleur de sa paume réconfortante. « Parce que même si le monde entier m'avait dit que tu étais morte, dit-il avec douceur, mon cœur, lui, n'a jamais cessé de battre pour toi. » Ils restèrent un long moment, côte à côte, contemplant la mer infinie, comme deux âmes enfin réunies. Le passé était derrière eux. L'avenir, vaste et incertain, s'ouvrait à présent comme un horizon lumineux.